Avis critique. Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai Avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, 2 essais sous les feux de la critique, 2 livres qui s'interrogent sur le devenir contemporain des droits humains. Dans La loi naturelle et les droits de l'homme, aux presses universitaires de France, le philosophe Pierre Manant attaque la question sur son versant théorique. Il s'interroge en philosophe sur ce que deviennent la loi, le bien et le mal, le normal et l'anormal, quand la nature humaine est reléguée au nom du droit. Dans Croire à l'incroyable, le sociologue Smaïn Lacher propose lui une vision très concrète, l'application positive des droits de l'homme en revenant sur son expérience de juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile pour une ethnographie de cet univers de l'asile. Et en studio pour débattre, Jean-Marie Durand des Inrecuptibles. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Et Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors je vous propose de commencer par le livre de Pierre Manant, La loi naturelle et les droits de l'homme, publié donc au PUF. C'est un traité de philosophie tiré d'une série de 6 conférences données à l'Institut catholique de Paris dans le cadre de la chaire Étienne Gilson, confiée chaque année à un intellectuel dont les recherches dans les domaines métaphysiques sont reconnues. Pierre Manant est assurément de cela. Il mène depuis de nombreuses années une analyse critique de la pensée libérale dont il interroge les fondements incertains. C'était le cas par exemple dans Histoire intellectuelle du libéralisme en 1987. Ce spécialiste des idées politiques, ancien assistant de Raymond Aron et cofondateur à la fin des années 70 de la revue antitotalitaire Commentaire, défend la centralité de la politique dans la vie humaine. Il s'intéresse à la nation d'ailleurs aussi comme cadre de la démocratie. C'était ce qu'il avait fait dans La raison des nations, publié déjà chez Gallimard en 2006. Il y a un peu de tout ça dans ce dernier essai qui offre une véritable porte d'entrée dans sa pensée. Il y pose une question difficile et qui s'avère particulièrement provocatrice. Sur quelle idée de l'homme reposent les droits de l'homme? Provocatrice car elle amène Manant, comme souvent, à interroger les idées reçues de l'époque, à faire des propositions résolument antimodernes comme celle de réhabiliter la notion de loi naturelle pour assurer ce qu'il estime être la vraie liberté. Alors c'est un essai dense, parfois difficile à suivre dans ses paradoxes et ses dilemmes moraux, mais il s'en dégage tout de même une idée claire que l'on pourrait résumer ainsi: le progressisme dont les droits de l'homme sont le catéchisme garantit théoriquement l'égalité, mais ne permet pas d'orienter concrètement l'action bonne. Catherine Portevin, c'est une tentative, donc, comme je le disais, de réhabiliter ce qu'on appelle le droit naturel. La loi naturelle, ce qui est assez différent. C'est-à-dire que la loi naturelle, c'est un concept qui tire de saint Thomas d'Aquin. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les penseurs des Lumières ou les penseurs de l'État moderne, justement. Parmi les ouvrages qu'on pourrait citer, qui sont théoriquement très importants et qui se rapprochent de la thèse qu'il essaye de défendre dans ses conférences, il y a un ouvrage qui s'appelle La Cité de l'homme, qui était vraiment déjà une réflexion sur l'importance de la loi naturelle pour définir comme étant celle qui définit l'homme libre sous la loi, c'est-à-dire l'homme dans la vie commune, voilà, immédiatement dans la vie commune, et non pas d'abord un homme comme vu comme un individu qui est le socle minimal sur lequel la modernité est fondée, et c'est précisément ça qu'il critique. Alors évidemment, il serait facile de faire de Pierre Manant un vieux réac catholique, ce qu'il est en fait, franchement, mais c'est aussi un très grand philosophe qui a une puissance de pensée qui est très impressionnante et qui du coup sidère beaucoup ses lecteurs, et on se sent vraiment en pays étranger quand on le lit. Il s'agit même pas c'est au-delà des opinions, hein, c'est vraiment parce que je pense que fondamentalement on voit là ce que c'est qu'un anti-moderne, et on se rend compte de notre propre modernité d'une certaine manière. Alors on va essayer de lui rendre raison. Je crois pas que j'arriverai moi à lui donner raison, mais du moins on peut essayer de faire une lecture honnête, c'est-à-dire moi je vais essayer de rester, je pense que le plus proche de ses effets plutôt que d'essayer de décrypter ses attendus, parce que là nous rentrons dans une complexité philosophique qui passera au-dessus de la tête de la moitié des lecteurs. La première chose quand même, c'est que vous l'avez rappelé, on peut pas lire ce texte, enfin moi j'ai pas pu le lire sans me prendre en compte le contexte dans lequel il a été énoncé.
Ce sont, comme vous l'avez dit, 6 conférences. Bon, bien sûr, elles ont été forcément retravaillées pour les besoins du livre. 6 conférences à l'Institut catholique de Paris. Je n'ai pas d'a priori sur l'Institut catholique de Paris. Néanmoins, il est difficile de ne pas lire ce livre comme étant symptomatique du réarmement intellectuel et pas forcément de la pensée catholique de gauche, disons la pensée catholique de droite. Par ailleurs, la critique des droits de l'homme sur laquelle il s'appuie n'est franchement pas nouvelle. Je renvoie à un livre qui est formidable, qui est paru il y a 2 ans au Seuil, de Justine Lacroix et Jean-Yves Franchère, qui s'appelait Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique, dans lequel d'ailleurs Manan est cité, ainsi que Gauchet ou Marcel Gauchet ou d'autres, c'est-à-dire la critique la plus ordinaire des droits de l'homme, qui est la critique des droits de l'homme vue à partir d'une critique de l'individualisme exponentiel, de cette demande illimitée de droit A et non plus de droit 2, et qui donc la critique du droit de l'homisme, voilà, il s'inscrit vraiment complètement là-dedans, ce qui est une critique qui a déjà été portée et qui peut avoir une certaine validité pour examiner justement les travers peut-être de la modernité, modernité, qui s'emploie à faire Pierre Manant, donc dans ce livre, dans cette série de conférences qui sont vraiment retravaillées comme un traité de philosophie. Je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une façon d'introduire et de conclure les chapitres qui fait penser à cette modalité de la conférence, mais malgré tout, ce livre se lit vraiment comme un traité de philosophie. Vous l'avez dit, il est difficile, mais il s'en dégage, Jean-Marie Durand, notamment autour de cette notion de loi naturelle, véritablement aussi une idée politique, parce que Pierre Manant ne s'en cache pas, évidemment, c'est un philosophe qui croit fondamentalement et fortement à la politique, à la centralité de la politique. Juste pour rebondir sur ce que disait Catherine, c'est vrai qu'elle citait le livre de Justine Lacroix, qui était vraiment excitant, Le procès des droits de l'homme, dont ce livre-là, d'une certaine manière, est un symptôme. Enfin, je veux dire, il est vraiment complètement dans le cœur de cette démonstration, qui est que précisément dans une tradition intellectuelle de plus en plus aujourd'hui forte en France, fait le procès des droits de l'homme au nom précisément de l'existence de ce soi-disant ordre naturel, cette loi naturelle, avec une dénonciation du narcissisme contemporain, de cette revendication infinie de droits, qui, pour beaucoup de ces auteurs, dont Pierre Manant, disons, peut-être serait la figure centrale, est une manière un peu, si vous voulez, de perdre le sens du commun, de l'institution, parce que le problème de ce que dénonce en l'occurrence Pierre Manant, c'est finalement l'idée que ces nouveaux droits, qui seraient soi-disant extrêmement revendiqués en permanence par les citoyens aujourd'hui, endommageraient finalement le sens même de l'institution, d'un ordre commun. L'Église, l'État. Voilà. Et c'est quand même, moi, quand j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, parce que le livre est évidemment dense, il est puissant. C'est évident que Pierre Manant est un historien de la philosophie très très fin et qu'il a beaucoup lu, notamment les philosophes du XVIIIe, c'est une évidence, du libéralisme. Mais je n'en revenais pas de lire ça. Je l'ai relu 3 fois tout le temps. Je n'en revenais pas. Je veux dire, annoncer aujourd'hui que, par exemple, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel, je le rappelle, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, pour lui, ne va pas. Il estime que c'est un caractère indéterminé, plutôt même indéterminant. C'est son principe. Selon lui, on peut pas demander aujourd'hui aux individus de demander des droits infinis à tous un chacun. C'est pas possible. Il est contre ce droit. Alors, évidemment, moi, quand je suis héritier d'une tradition, disons, peut-être plus progressiste, plus, j'allais dire, humaniste, classique, peut-être, je pense à Étienne Balibar, à Jacques Rancière, qui pour eux, et plein d'autres évidemment, qui nous ont toujours dit que finalement la valorisation de la politique des droits de l'homme était indissociable même de nos démocraties et qui par définition appelle toujours de manière indéfinie à des nouveaux droits. Je cite quand même une phrase de Rancière que je trouve très belle. Il dit que les droits de l'homme sont les droits de ceux qui n'ont pas les droits qu'ils ont et qui ont les droits qu'ils n'ont pas. Et alors vraiment, c'est vraiment exactement à l'inverse de Pierre Manant qui lui précisément dit qu'on a trop de droits. Et alors on peut revenir après là-dessus, mais enfin je veux dire c'est quand même il appelle à une rupture extrêmement forte dans notre tradition politique. Alors on a déjà commencé à esquisser finalement une ou deux des critiques qui sont celles de Pierre Manant dans ce livre La loi naturelle et les droits de l'homme, donc à l'encontre des droits de l'homme. J'aimerais qu'on essaye de le faire de manière assez rigoureuse pour justement comprendre un petit peu de quelle nature est cette critique et peut-être s'emparer d'abord de ce qu'il dit dès le début, c'est-à-dire c'est cette notion sur la faculté de juger, puisque c'est une des questions que pose Pierre Manant. Il dit voilà, les droits de l'homme
langues nous interdisent finalement de juger les autres civilisations, en quelque sorte, pour reprendre un terme qu'il utilise, ce qu'il appelle l'extérieur. En revanche, elles nous obligent à juger en permanence ce que serait notre propre nature, nos propres sociétés. Il pense évidemment au catholicisme, à la société telle qu'elle a été bâtie à travers les siècles, par exemple en France, Catherine Portevin, sur ce paradoxe, qui est un des premiers paradoxes énoncés par Pierre Manant, il le dit, les droits de l'homme excitent notre désir de juger tout en entravant notre faculté de juger. Oui, alors là, il est vraiment aussi dans cette première conférence, enfin, ce premier chapitre est assez différent, je trouve, des autres, parce que ça part, mais alors vraiment très dur. Et très dur sur un plan, vraiment là pour le coup ça pourrait être une tribune dans le monde. C'est-à-dire vraiment, il y a des allusions tout à fait directes à la question du mariage pour tous, à la question du relativisme qui est toujours brocardé à l'égard qu'on peut avoir, que la bien-pensance, droit de l'homisme, évidemment il est trop fin pour utiliser ces termes-là, peut manier pour juger de la barbarie de l'islam ou s'interdisant de juger une hiérarchie des cultures, par exemple. Et des formes de vie. Là, on est vraiment dans c'est très sidérant dès le début, parce que moi, ce que je me demande toujours avec des gens comme Manant, qui sont vraiment tellement puissants sur le plan philosophique, c'est comment ils arrivent à utiliser un peu la philosophie pour finalement défendre de pures opinions. Et ça, moi, c'est toujours ça qui me gêne, parce que et du coup, même de la même manière, moi, quand je le lis, j'essaye de me dire, je vais pouvoir le défendre en disant c'est de la belle philosophie, mais enfin bon, au bout d'un moment, si c'est pour finir par enfin, je vais citer Étienne Balibar ou Jacques Rancière, on peut pas dire qu'ils n'utilisent pas leur puissance philosophique à la défense d'opinions également. Bien sûr. Voilà, non, justement, c'est toujours la question. C'est toujours la question idéologique, philosophique fondamentale. Non, mais face à ces ouvrages-là, c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire de voir d'abord si on peut juger de la fermeté du propos. Et ça, il y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, il y a pas besoin forcément d'aller chercher Balibar ou Rancière pour montrer qu'il y a d'autres options, parce que même dans la philosophie classique, après voilà, on rentre dans une critique et de Hobbes et de Machiavel, dans le livre de Pierre Manant, et dans le livre de Pierre Manant et de Kant même, qu'il ne cite pas dans ce livre. Qu'est-ce que les Lumières, comme le grand texte fondamental de notre tradition politique. Dans La Cité de l'homme, c'était aussi un affrontement avec Kant, parce que le paradoxe qu'il soulève, c'est la chose qui résout un peu à la fin, c'est-à-dire, en fait, on ne peut pas juger d'après des principes, on ne peut pas fixer des idéaux. Le seul jugement possible, c'est d'après cette fameuse loi de la nature. Et la nature, pour lui, c'est la tendance naturelle de l'homme à l'association, à la vie commune, disons, à la connaissance, et la différence naturelle qui fait partie de la nature, la différence des âges, des sexes et des capacités. Et donc, cette référence à la nature, évidemment, on comprend qu'à ce moment-là, les questions de l'égalité soient anti-naturelles. Une référence à la distinction, mais qui n'a rien à voir avec la distinction de Bourdieu, qui est plutôt cet opposé de l'indistinction que critique Pierre Manant. Et c'est quand même intéressant parce que vous dites, Catherine Portevin, on ne peut pas juger à partir des lois. En fait, il dit surtout, on ne peut pas juger à partir des lois qu'on se donne nous-mêmes. Et c'est ça toute la question que pose Pierre Manant aussi, c'est-à-dire cette interrogation sur la liberté qui est fondamentale chez lui et dans sa pensée. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on se donne nos propres lois, toute cette idée aussi de la construction et la déconstruction de nos sociétés? Est-ce que c'est parce que finalement les êtres humains sont des agents de cette construction de la loi? Est-ce que c'est pour ça qu'on est libre, ou est-ce que justement c'est ce qui fait de nous des êtres non libres, alors qu'on serait beaucoup plus libre si on était acteurs, c'est-à-dire si des lois étaient données et préexistaient, et si on prenait les lois qu'il appelle naturelles, et à ce moment-là on serait libre véritablement dans sa pensée d'agir et d'être comme on a envie d'être. Tout à fait. D'ailleurs, sur ce point-là, il fait une distinction assez importante dans le livre entre ce qu'il appelle l'agent libre et l'individu libre. Et précisément, l'agent libre, c'est celui qui pour lui obéit à la nature, précisément à la logique de l'action, alors que l'individu libre, lui, se soucie des obstacles imposés à sa manière de vivre, à son action, plutôt qu'à la qualité intrinsèque de celle-ci. Donc pour lui, c'est une distinction. Par exemple,
on parle de 68 aujourd'hui parce que le moment 68, oui. il l'explique, explicitement il le cite dans le livre en disant que c'est le moment d'un point d'inflexion hyper important pour lui. C'est le moment où précisément l'institution, dans toutes ses largeurs, est critiquée, de la nation, la famille, l'Église, etc. Et on avec la centralité de la notion de sexualité, notamment de sexualité libre. Voilà. Donc il est exactement, évidemment, pour le coup, un anti-moderne, comme vous le disiez tout à l'heure, exactement là-dessus, c'est contre cette tradition-là, au nom précisément de ce que Jacques Lacan, par exemple, pour citer un autre auteur qui a marqué notre paysage intellectuel, disait ne pas céder sur ses désirs. Alors lui, c'est l'anti-Lacan. Surtout, il faut surtout céder sur ses désirs. C'est-à-dire que ne pas se laisser porter par l'idée qu'il faut jouir sans entrave. On est vraiment contre cette idée-là. Et d'ailleurs, il est catholique de fait, c'est une évidence, même s'il le dit pas de manière évidente dans le livre. Il dit quand même que le modèle absolu pour lui, c'est le modèle des communautés religieuses chrétiennes, où précisément, c'est des communautés où, d'après lui, on est attentif à l'exactitude de l'action, à l'articulation entre le commandement et l'obéissance. Le choix des mots n'est pas non plus anodin. Il parle d'obéissance, cette articulation, cette dialectique entre commandement et obéissance, elle est vraiment centrale. Vous dites, il le dit pas vraiment, il dit quand même à un moment, Pierre Manant, la loi naturelle se confond avec la loi divine. Donc bon, c'est vrai que quand même là, ça laisse assez peu de doute à l'interprétation. Mais quand même, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il avance un tout petit peu parfois masqué. C'est qu'on sent que il est jamais extrêmement précis sur des cas concrets de notre vie politique d'aujourd'hui. Alors il parle du mariage pour tous, qui est pour lui évidemment une horreur. Il parle de la fin de vie, qui est pour le coup un sujet difficile, complexe, qui est discuté. Mais là-dessus, il est pas du tout ambivalent. On voit très bien, mais on comprend d'où ça vient. Mais il est aussi évidemment très très limite avec l'homosexualité. Enfin, je veux dire, quand il dit qu'aujourd'hui tout le monde fait son coming out avec beaucoup de mépris quand même pour cette expression, comme si selon lui elle était le symbole finalement d'une sorte de dépravation, précisément de la loi naturelle. Donc on est vraiment dans un choix des mots qui est quand même assez vraiment le symptôme d'une idéologie extrêmement réactionnaire. On parlait tout à l'heure du livre de Justine Lacroix, Le procès des droits de l'homme. On aurait pu citer aussi le livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, qui était sorti il y a 15 ans, sur les nouveaux réacs, et dont il faisait partie. Alors même si je sais que Lindenberg a revu un petit peu son point de vue sur Manon, il disait que c'était plus compliqué que ça, parce qu'il reconnaissait qu'il avait malgré tout une autorité philosophique assez importante. Mais bon, on voit bien qu'il est dans ce champ-là de tradition politique. Oui, parce qu'une des grandes interrogations que pose Pierre Manant, interrogation politique dans ce livre et plus largement, c'est comment des revendications minoritaires, comme le mariage pour tous, par exemple, se sont imposées si rapidement à la majorité, et notamment aux législateurs. Catherine Portevin, il le dit, cette législation qui ne concerne qu'une minorité doit son ascendant à l'ambition que j'ai dite métaphysique d'inscrire dans la loi positive la thèse selon laquelle l'ordre humain, juste ou légitime, exclut toute référence à une forme ou à une finalité naturelle. Donc voilà, il prend comme ça un exemple comme le mariage pour tous, comme symptôme de la disparition de cette loi dite naturelle et de la façon dont la loi positive s'impose aujourd'hui. Oui, il se garde en même temps parce que vraiment c'est un esprit qui n'est pas uniquement binaire ni un esprit militant, on peut pas dire ça. Il se garde évidemment de définir la nature comme étant normative, uniquement normative. Il peut imaginer la nature comme étant aussi quelque chose qui évolue, qui n'est pas forcément fixé, qui n'est pas que la loi divine, disons, voilà. Et donc du coup c'est là où on n'arrive pas toujours à comprendre de quoi il parle et c'est un petit peu, ça c'est un petit peu troublant. Après, à partir du moment où on saisit à peu près ce qu'il veut dire sur la loi naturelle, ces prises de position, elles sont tout à fait cohérentes. C'est-à-dire, l'homosexualité n'étant pas dans la loi de la nature voulant que l'espèce se perpétue par la reproduction sexuée, il parle même du revenu minimum universel qui est une folie parce que ça serait vraiment renoncer à ce qui fait la nature humaine, qui est de travailler, c'est-à-dire de gagner sa vie pour assurer ses besoins. Donc c'est absolument cohérent. Il y a une notion qui est quand même très importante dans son raisonnement, c'est vraiment la défense de ce qu'il appelle la raison pratique, enfin la vie pratique, la philosophie pratique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il reproche aux droits de l'homme, mais ce qu'il reproche de toute façon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il reproche de toute façon d'une manière générale, c'est l'abstraction des principes, c'est l'idéal.
Dans le dernier chapitre, il fait une critique du communisme, et d'ailleurs il n'est pas le premier à le faire. Et puis ça fait longtemps qu'il l'apporte, cette critique du communisme, je le rappelais. Bien sûr, et puis a raison sur ce à quoi peuvent mener les idéaux, voilà, évidemment. Alors là-dessus, en fait, en même temps, pour ça, moi je trouve qu'il enfonce des portes ouvertes. Ouais. Évidemment, il n'est pas le premier, et il y a des modernes qui ont quand même, heureusement, critiqué cette idéalité. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est un thème qu'on n'a pas encore employé à propos de ce livre de Pierre Manant et de sa pensée, Jean-Marie Durand, c'est que Pierre Manant renvoie finalement toute la philosophie des droits de l'homme du côté de la théorie, et lui il s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il appelle l'action, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est une politique de l'action, une philosophie et une politique de l'action qui l'intéresse. C'est comme ça qu'il l'entend lui. Moi, j'ai du mal à le concevoir comme ça, mais il y a une distinction importante conceptuelle qui je pense permet aussi de bien comprendre un peu le cadre de sa pensée. C'est la distinction qu'il fait entre un projet archique et anarchique. En gros, il explique que, si vous voulez, le projet politique moderne, précisément, a introduit dans notre espace public, finalement, des plans d'anarchie. C'est-à-dire qu'en gros, a introduit dans un ordre vertical des plans horizontaux. Et pour lui, c'est un énorme souci, parce que finalement, cette anarchie conduit à ce qu'il appelle une vie rêvée des anges. C'est intéressant aussi comme expression. La vie rêvée des anges, avec beaucoup de mépris aussi là-dessus, quand même. Comme si maintenant, en gros, les individus étaient complètement juste égotistes, délirants, et ne pensaient qu'à leurs droits. Voilà. Et pour un catholique, ça me sidère toujours. Enfin, dans le livre, il ne parle que des droits humains, il ne parle jamais, je sais pas, des droits des minorités aujourd'hui, il parle pas des réfugiés, il parle pas des immigrés, il parle pas d'une réalité politique sur laquelle énormément de catholiques, alors vraiment pour prendre la défense, les catholiques se battent aujourd'hui. Enfin, s'il y a bien aujourd'hui un champ idéologique qui est quand même assez actif et j'allais dire généreux sur cette question-là, c'est comme les catholiques, genre pas tous, mais les cathos de gauche, ça compte encore aujourd'hui en France. Pierre Manant, elle les exclut complètement. Pour lui, c'est pas un problème. Donc ça me sidère toujours. Donc si vous voulez, donc il y a vraiment, lui, il estime qu'il y a trois motifs qui peuvent aujourd'hui permettre de justifier une action, c'est ce qu'il appelle l'agréable, l'utile et le noble. Bon, qui sont des notions qui sont les catégories d'Aristote. Hein, c'est ça, voilà. Et donc pour lui, c'est le seul motif qui permettent de définir une action humaine vertueuse. Voilà. Mais le problème, c'est que dans l'agréable, l'utile et le noble, on peut y faire rentrer beaucoup de choses, voilà. Et donc cette conception à lui de son ordre naturel, elle est quand même extrêmement problématique. C'est un livre très très embarrassant, vraiment. Avec cette question un peu qui surplombe tout ça, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais peut-être que pour les dernières minutes, il faut en parler. C'est comment gouverner les hommes, parce que c'est aussi ça la question que pose Pierre Manant. Comment gouverner les hommes. Il dit aujourd'hui, il y a une supériorité de l'organisation politique sur l'action politique. C'est-à-dire qu'on a, c'est une relecture qui fait de Machiavel, de la notion d'État, de la notion de gouvernementabilité. Enfin, il dit pas le terme, mais voilà. Comment gouverner les hommes, comment gouverner des hommes quand eux-mêmes se donnent la loi. Qu'est-ce qui fait? Alors, il introduit la notion de peur, notamment, qui est fondamentale pour lui dans l'époque moderne. Et il y a cette distinction que rappelait Jean-Marie Durand sur l'archique, c'est-à-dire commander. Les hommes sont faits pour être commandés en quelque sorte, et l'anarchique, c'est-à-dire et pourtant on est dans un gouvernement qui fait que on refuse finalement cette possibilité de commander les hommes en leur laissant la possibilité de se commander eux-mêmes. Catherine Portevin. Je pense que c'est sa relecture de Hobbes qui mène à cela. C'est-à-dire que le Hobbes, rappelons-le, parlait de cet état de nature dans lequel l'homme était un loup pour l'homme, et que ce qui fait partie de la nature, c'est le désir exponentiel de pouvoir, et que pour cette raison, il faut l'État pour garder le monopole à qui on délègue le monopole de la violence légitime, comme maintenant selon la formule. Ce qui critique là, c'est en gros ce qui est une objection qui est philosophiquement intéressante. Hein. Il dit bon, d'accord, personne à ce moment-là ne se pose la question de qu'est-ce que c'est que gouverner, c'est-à-dire on se pose la question de effectivement il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait disons un État. Alors après il y a d'autres solutions qui pourraient être aussi les solutions proposées par Rousseau, qui sont le contrat social, etc. Mais on se pose cette question-là comme ça, mais on se demande pas quel est le bon gouvernement finalement, quelle est la fin de ça, quel est le motif et la fin, enfin le motif au sens de cause et la fin. Et donc ça c'est une objection qui se discute, qui est quand même assez intéressante de fait, parce que pour lui la nature humaine, c'est pas seulement pour lui, la nature humaine est fondamentalement action et fondamentalement
ce qu'il appelle commandement-obéissance, c'est-à-dire fondamentalement, puisque c'est action, puisque c'est forcément vie commune, c'est forcément la question de qui commande, qui obéit. Sachant que après, il peut admettre que ça ne veut pas forcément dire que ça dessine obligatoirement le modèle d'un souverain absolu et d'une bande de sujets. C'est pas forcément ça. Après, la forme de ce gouvernement, elle peut varier, mais la question de quelle est la dialectique entre le commandement et l'obéissance, ça, c'est fondamental. Et c'est ça qu'on aurait, à son avis, perdu avec la modernité. Avec la modernité qui produit une société qui ne revendique plus que l'agréable, pour conclure, Jean-Marie Durand. Oui, d'ailleurs, c'est la petite touche presque un peu comique du livre. On peut la chercher, elle est là en creux, dans la rhétorique d'un vieux réactionnaire qui s'énerve qu'aujourd'hui tout le monde veuille rester cool. Rester cool, pour lui, c'est une horreur absolue. Ne pas se prendre la tête, éviter le stress. Pour lui, c'est des traits d'époque contre lesquels il s'énerve, évidemment. Et en même temps, je trouve ça plutôt marrant, ça. Enfin, je trouve ça intéressant. Philippe Meuret, presque. Ouais, un peu, voilà, il y a un peu cette touche là, voilà. Bon, mais c'est vraiment une toute petite touche parce que franchement, le livre. Oui, on rigole pas beaucoup, non, mais je veux le concède. On peut dire que quand on veut comprendre à qui s'adressait le discours de Emmanuel Macron au Collège des Bernardins, c'est à Pierre Manant. C'est pour ça que c'est un livre important de ce point de vue-là, parce que c'est un livre qui est, je trouve, très symptomatique d'un air du temps, du moment, et d'un retour de force d'une pensée, je veux dire, voilà, réactionnaire et catholique très très puissante. Très puissante et très articulée. Pierre Manant, La loi naturelle et les droits de l'homme, c'est donc à lire aux presses universitaires de France. France Culture. Avis critique. Raphaël Bourgois. Deuxième temps de l'émission, on bascule du côté du droit positif en nous plongeant dans le fonctionnement quotidien de la justice, chargée d'accorder ou non l'asile. Notre guide, c'est le sociologue Smaïn Lacher qui publie « Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile ». C'est publié chez Gallimard dans la collection NRF Essai. Alors pendant 14 ans, Smaïn Lacher a été juge assesseur représentant le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Alors forcément, ce travail d'ethnologue sort un peu des canons de l'esprit scientifique. L'auteur choisit d'ailleurs la première personne du singulier, le je d'un chercheur, spécialiste de l'immigration, qui se dit lui-même militant en faveur de la défense des opprimés. Et c'est justement tout le propos du livre, comment juger de la vérité des histoires qui sont racontées par ceux dont il faut bien déterminer le droit à obtenir l'asile ou non. On découvre une juridiction qui a pour principe la Convention de Genève, le droit français, et qui a pour seul outil la conviction et le récit. Pas d'enquête, pas de preuve en la matière. Smaïn Lacher ne donne pas à voir le point de vue du requérant, qu'il s'est trop éloigné, mais celui des juges dont il fait partie. C'est aussi l'occasion pour lui d'aborder autrement, avec complexité, une question trop souvent instrumentalisée dans les oppositions binaires entre immigration et chômage, immigration et banlieue, immigration et radicalité. Jean-Marie Durand, c'est un livre d'une subjectivité assumée, on peut dire. Oui, et en tout cas, c'est un livre, j'allais dire, assez inédit, aussi original dans les sciences sociales, tout simplement parce qu'on a affaire à un récit d'un sociologue, spécialiste, comme vous l'avez dit, des questions d'immigration depuis très longtemps, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui raconte finalement une expérience pratique, comme un juge assesseur, vous l'avez dit, à la Cour nationale du droit d'asile pendant 15 ans. Et finalement, le livre est construit sur un double récit, quoi. À la fois un récit assez circonstancié, assez intime, assez personnel, et en même temps une réflexion plus globale, si vous voulez, sur la question du droit d'asile, la question des réfugiés, voilà. Et donc, tout le problème du livre est de mettre en avant, précisément, comment construire aujourd'hui, pour un réfugié qui arrive devant un jury, enfin des juges à la Cour du droit d'asile, un récit crédible. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire croire à des juges leur parcours, comment ils ont été persécutés, etc. Et donc toutes les questions que pose Smaïn Lacher, de son point de vue à lui qui fait partie de cette cour, c'est comment distinguer la vérité d'un récit, de sa vraisemblance, comment faire ce qu'il appelle croire à l'incroyable alors qu'il n'y a pas de preuves pratiques matérielles. Qu'est-ce que finalement juger veut dire? Est-ce que c'est fondé sur de l'éthique morale ou du droit? Et c'est toute la tension qui existe finalement entre la morale et le droit. On est dans un registre de la preuve qui est assez ambigu, assez ambivalent, il le montre. Et ce qui est évidemment passionnant, moi je trouve, c'est que lui, il parle de cette expérience d'un point de vue d'un sociologue, c'est quelqu'un qui a fait précisément des enquêtes de terrain, qui connaît les enjeux concrets, pratiques, un peu de ses parcours, de ses récits, de ses vies brisées, de ses exils,
alors que même les juges, eux, leur point de vue, j'allais dire un peu théorique, abstrait, distancié, n'ont pas ces notions-là. Et donc il y a aussi cette confrontation entre deux régimes de parole qui est évidemment intéressant. Après, on peut en revenir, mais l'autre sujet important du livre, et à mon avis passionnant, c'est évidemment un peu la part un peu sociologique, interactionniste. C'est comment, dans une cour de droit d'asile, se joue un théâtre. Et ce que Goffman appelait une mise en scène de la vie quotidienne. Ouais, ça évidemment, c'est l'autre aspect quand même important de ce livre, mais peut-être il faut rappeler, Catherine Portevin, ce qu'est cette Cour nationale du droit d'asile. Cette Cour nationale du droit d'asile, c'est ce qui est appelé à juger du cas de ceux qui ont été rejetés, qui ont fait une demande de droit d'asile auprès de l'OFPRA. Donc l'OFPRA qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et leur demande a été rejetée, et donc ils se pourvoient devant cette Cour nationale du droit d'asile, où il y a un juge qui est un magistrat professionnel, mais il y a des assesseurs qui ne sont pas eux des juges professionnels, comme Smaïl Lacher justement, qui lui est sociologue, et il y a un représentant du HCR, il y a un certain nombre de personnes, un représentant de l'OFPRA évidemment, et un certain nombre de personnes qui vont être amenées, un avocat évidemment la plupart du temps, et qui va être amené à déterminer finalement la véracité, la crédibilité du récit de la personne requérante. Alors il faut dire, enfin c'est une sorte de, d'ailleurs ça s'appelait avant la commission de recours des réfugiés. C'est comme une sorte de cour d'appel des décisions qui ont été prises par l'OFPRA, qui ont pu rejeter les demandes d'asile. La question du récit du réfugié, elle se pose déjà en amont d'ailleurs, simplement, elle se pose évidemment au niveau de l'OFPRA aussi. C'est-à-dire que pour que l'OFPRA puisse statuer sur la valeur, est-ce que ce requérant est éligible au droit d'asile, il faut qu'il puisse prouver qu'il est conforme à ce qu'a prévu la Convention de Genève, c'est-à-dire qu'il est menacé. Enfin bon, il y a cinq motifs. Voilà. D'où exclut la question de la femme. C'est la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou le groupe social. Alors le groupe social, oui. Alors du coup, alors en même temps, Smaïl Lacher le sait bien. La question du groupe social est largement, on plaide largement sur la question du groupe social quand il s'agit aussi des femmes ou des homosexuels, parce que ça, il y a aussi beaucoup de cas comme cela. Mais il plaide évidemment pour que la question, en raison de son sexe ou de son genre, soit intégrée dans cette convention de Genève. Alors, il décrit très bien le processus, pas seulement le théâtre, mais aussi à quoi ça sert, etc. Ce qui est un petit peu décevant dans ce livre, c'est que finalement, il ne va pas au bout des dilemmes de la décision. À aucun moment il fait état de sa propre difficulté à être dans cette cour nationale qui, il le dit lui-même, refuse à peu près les 80% des dossiers. Enfin, je crois que c'est ça le chiffre, c'est 80%, ouais. D'ailleurs, la France, elle a 25e position sur les 32 pays aujourd'hui étudiés en termes de taux d'acceptation en première instance d'asile. C'est pour vous dire que la France, terre d'asile, mais je crois qu'il aurait actualisé ces données en les mettant aujourd'hui, ça serait encore pire. Voilà, parce que toute la partie, justement, moi ce qui me manque dans son témoignage, c'est la question la question politique, c'est-à-dire à aucun moment il ne cite jamais les politiques. C'est quand même entre 99 et 2014 qu'il siège. C'est le moment quand même de la présidence de Nicolas Sarkozy, des lois qui sont de plus en plus répressives. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir quelles sont les consignes qui peuvent être données à ces instituts comme l'OFPRA ou comme la CNDA en matière de taux d'acceptation ou de taux de refus. Il décrit un peu cette cour comme étant il dit voilà, dans le côté interactionniste, effectivement il dit les juges sont évidemment en train de juger un homme forcément avec dans la tête toute la pression qui peut être de l'opinion publique, etc. De l'opinion publique, oui, d'accord, mais il faut être un peu plus précis. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que les politiques publiques sont un peu extérieures à son récit. Voilà, et ouais, ça, je trouve que c'est quand même un peu embêtant parce que fondamentalement, sinon on a l'impression d'un pur théâtre, effectivement, d'une pure mise en scène. Alors c'est là où il est intéressant, c'est effectivement de rentrer dans cette mise en scène et
la question qui est centrale dans son livre, c'est la question du témoignage. C'est-à-dire que le statut de la preuve, comme l'a dit Jean-Marie, n'est pas le statut pénal de la preuve. C'est-à-dire que il n'y a pas à prouver, il n'y a pas à prouver qu'on n'est pas coupable, mais il y a prouvé qu'on est éligible. Et ça ne peut se faire que à partir de récits. Et d'où cette question de la crédibilité. La crédibilité, oui, évidemment, et un récit qui est appuyé finalement par un personnage dont j'ai découvert personnellement l'existence, connaissant mal le fonctionnement de cette cour, c'est le rapporteur. Il consacre tout le début une bonne partie du début de son ouvrage à cette figure très centrale. Donc le rapporteur, c'est celui qui est chargé de constituer le dossier en quelque sorte, d'examiner, et on se rend compte que les rapporteurs ont à peu près 365 dossiers dans l'année, et il s'agit quand même de donner à des juges qui vont être amenés à statuer sur la possibilité ou non de donner l'asile, à la fois des notions de géopolitique, contexte individuel, est-ce que le récit est crédible ou pas, est-ce qu'il y a des bonnes choses dans ce dossier, qu'est-ce qui mérite d'être éclairé, et donc tout ça, encore une fois, en l'absence de preuves, sauf évidemment certificats médicaux par exemple, on voit que ça a une importance assez importante, les certificats médicaux par exemple dans le cas des femmes qui ont été victimes d'exploitation sexuelle. Jean-Marie Durand. Oui, justement, c'est ce que je disais sur la théâtralité tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une sorte de jeu de rôle. Enfin, c'est peut-être un peu excessif de le dire comme ça, mais c'est vrai que le rapporteur, comme vous le dites en effet, est un rôle central dans le dispositif, parce qu'en gros, c'est celui qui est le mieux informé de chaque dossier. C'est celui qui a travaillé sur chaque cas et qui est extrêmement documenté. Mieux que les avocats. Les avocats, c'était assez étonnant d'ailleurs. Il est assez critique sur les avocats, en mettant en avant le fait que parfois, évidemment pas tout le temps, ils sont un peu dans des poncifs, un peu progressistes, un peu une sorte de parole un peu pré-mâchée, avec une sorte d'évidence un peu du récit qui manque un peu finalement tout en reconnaissant qu'ils ont à peu près 1 heure en général pour prendre connaissance du dossier. Tout à fait. Et les juges eux-mêmes qui écoutent ça et qui n'ont pas forcément une notion. Alors justement, lui en tant que sociologue peut apporter un contre-récit et mettre en perspective justement des enjeux que des professionnels du droit n'ont pas forcément eux-mêmes acquis. Alors évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi ce qui m'intéresse dans le livre, c'est ça, c'est justement ce jeu, il montre bien, Smaïn Lacher, un peu le jeu des regards, des gestes, des hésitations, des pleurs, des sidérations, des impossibilités même de raconter ce qu'on a vécu, parce que beaucoup de ces demandeurs d'asile sont passés par des expériences extrêmement traumatisantes, il le dit, notamment les femmes. Ils sont inaccessibles aux juges, il le dit bien, Smaïn Lacher. Il y a quelque chose, il y a pas de commun possible, en fait, il y a pas de sens commun, pour reprendre une expression de Pierre Manant, il y a pas de sens commun possible entre le juge et le requérant. Et tout l'enjeu, c'est de rendre audible finalement ce récit. Il parle d'audience comme une sorte de, vraiment, le mot de l'audience est vraiment de ce point de vue très clair. Il y a quelque chose comme une sorte de nécessité rhétorique et qui est évidemment un enjeu difficile et je pense très violent. Il y a vraiment une sorte de, j'allais dire, de double peine, le mot peut-être un peu mal choisi, mais après cette expérience du traumatisme, on doit passer par un moment de mise en récit, ce qui est souvent très difficile pour eux-mêmes, et donc du coup c'est une expérience très très douloureuse, Après, évidemment, le livre de Smaïn Lacher dépasse le caractère ethnographique, juste ethnologique, entre guillemets, de la description des rituels de cette cour d'asile. C'est aussi une réflexion plus large sur notre droit à l'inclusion politique, sur qu'est-ce qu'on fait des réfugiés, qu'est-ce que la France politiquement traite ou comment elle le traite, la question du droit d'asile. Tout ça, c'est, même si c'est pas, en premier point du livre, c'est quand même en creux et c'est vraiment une réflexion évidemment hyper importante et très actuelle. Et si on continue dans ces réflexions importantes et qui à mon avis sont l'un des enseignements assez importants de ce livre, donc de Smaïn Lacher, Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, publié chez NRF Essai, c'est cette notion de dilution complète de l'individu lors de ces audiences. C'est-à-dire que il y a un requérant qui est évidemment un individu qui a une histoire personnelle, mais qui est jugé aussi au nom d'une histoire collective. C'est-à-dire qu'il porte en lui, et ça il le montre très très bien, c'est à la fois comment la personne qui est poussée à l'asile porte à la fois toute l'histoire de sa famille, parfois même de sa région, parfois même de son peuple quand il doit partir pour des raisons de persécution, pour des raisons ethniques, et en même temps il a un parcours personnel, il a une vie individuelle, et il demande pour lui l'asile, et il est jugé par des juges qui eux sont toujours pris entre ces deux approches, c'est-à-dire l'approche individuelle et l'approche collective. Catherine Portelin. Il le dit très bien, ça. Effectivement, c'est un des aspects vraiment intéressants, c'est-à-dire que c'est à la fois un être collectif
est un être singulier. Et il faut qu'il s'exprime en tant qu'être singulier mais il faut, tout en étant représentant d'un être collectif. Enfin, voilà, et cette tension entre le collectif et le singulier qui rend quelquefois la tâche, il montre aussi l'impasse dans laquelle, l'espèce d'injonction contradictoire dans lesquelles se sont mis les requérants, c'est-à-dire que à la fois il faut qu'ils soient conformes à l'idée qu'on peut avoir ou par rapport aux informations qu'on peut avoir de ce qui se passe, par exemple en Érythrée ou en Irak ou en Afghanistan, parce que les juges sont quand même informés, ils ont quand même des sources d'informations assez, ils le doivent, assez larges sur la situation générale du pays dont les gens viennent. Donc il faut à la fois qu'ils soient conformes à ça et en même temps qu'ils aient une singularité, qu'ils puissent faire valoir une singularité là-dedans. Et ça c'est effectivement très compliqué, sans compter que il faut qu'ils fassent valoir une singularité qui plus est doit être un peu conforme à ce qu'ils savent, ou leurs avocats savent être les critères les plus importants qui vont être éligibles au droit d'asile. Du coup, après, on est devant disons des récits qui sont évidemment construits et qui ne sont pas forcément des récits sincères. Alors ça c'est absolument fondamental, parce que justement on entend souvent cette critique, ou en tout cas cette remarque, que les requérants au droit d'asile ont des récits stéréotypés, voilà, qu'on leur apprend. Finalement ils racontent pas forcément leur propre histoire, mais ils racontent l'histoire qu'on veut entendre. Et ça c'est quelque chose que fait Smaïn Lacher, même si là aussi on aurait pu aimer, même si là aussi on aurait pu penser qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin, mais cette construction du discours, toutes les différentes dans ce jeu, justement dans ce théâtre que vous décriviez, Jean-Marie Dureux, cette construction du discours, elle est centrale. Ouais, elle est complètement centrale. Et c'est vrai mais on a du mal, pour le coup, à être très, au fait exactement finalement qu'est-ce qui pousse le juge ou pas à prendre le droit d'asile. Ça, on le sait pas. On voit bien l'enjeu. Mais après, c'est vrai ça a duré 15 ans, il y a tellement de cas, donc ils pouvaient pas les détailler tous, c'est une certitude. Mais on voit bien que finalement ce qui ressort, c'est que finalement le juge, n'a que sa conscience finalement pour décider ou pas d'accepter le requérant à l'asile. Donc c'est vraiment un enjeu assez bizarre, complexe. Mais ce que je trouve important quand même dans le livre malgré tout, c'est que Smaïn Lacher dit quand même que tous les requérants qu'il voit à la cour ne peuvent pas tous relever forcément du droit d'asile pour des raisons techniques, voilà, mais tous ont droit à ce qu'il appelle une inclusion politique. Et là, c'est une vraie question. C'est comment précisément la société française peut traiter aujourd'hui de ça, des réfugiés qui viennent pour tellement de raisons, des guerres, des corruptions, d'absence de droits, de viols, d'absence de liberté d'expression, d'attaque des minorités. Enfin, les facteurs politiques qui aujourd'hui favorisent l'exil sont incommensurables, sont énormes, et c'est tout le problème aujourd'hui de cette question-là qui est posée. Et je pensais à François Héron, qui va être nommé à la chaire immigration là au Collège de France, voilà. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est sur une question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui les politiques publiques sont aussi détachés de ce que les sciences sociales, pour le coup, documentent, apportent sur ces questions-là. On a en France énormément de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, et comme s'il y avait une sorte d'impossibilité de dialogue. Et pour le coup, là, c'était un peu un contre-exemple, parce que Smaïn Lacher est un sociologue qui travaille à la Cour du droit d'asile. On peut dire que ça. Oui, il fait un peu un plaidoyer d'ailleurs pour les sciences sociales et pour ce rôle de sociologue. Je trouve que justement, il pourrait être un petit peu plus appuyé à la réalité de la recherche. Justement sur cette question précisément du témoignage, il y a des kilos de recherches qui ont été faites, qui ne citent absolument pas, qui n'a l'air de méconnaître complètement. Et donc, quand on connaît un peu les sujets, on a un peu l'impression qu'il enfonce des portes ouvertes. Là, je trouve qu'il y a quand même un problème de niveau disons que c'est un livre qui est centré sur le récit et sur une approche personnelle. Mais quand même, quand vous regardez la bibliographie où il nous met gentiment Hannah Arendt, Michel de Certeau et Erving Goffman, et que ça fait très chic, mais enfin, il pourrait quand même avoir un peu plus bossé à partir au moins du travail de ses confrères. Alors juste pour terminer, puisque c'est une notion importante de ce que montre Smaïn Lacher dans ce livre, cette idée de complexité aujourd'hui de l'immigration qui a deux effets au moins. C'est à la fois de dire que juger à partir de la Convention de Genève devient presque caduque, obsolète, et deuxièmement que les catégories
Et deuxièmement, que les catégories qu'on utilise, les catégories qu'utilisent les politiques, qu'on utilise dans le débat public, sont elles aussi obsolètes. C'est-à-dire que la notion de migrants, de réfugiés, d'exilés, de migrants économiques ou de migrants politiques, ils montrent bien que aujourd'hui, finalement, voilà, tout s'enchevêtre et c'est impossible de véritablement faire la part des choses. Voilà, d'où le problème. Qu'est-ce qu'on fait de ce droit à l'inclusion et de notre nécessité, j'allais dire morale, à accueillir oui, mais ces il va réfugiés. Pas très loin là-dedans. Non, c'est vrai, il pourrait poser ça. Mais c'est vrai que c'est une question voilà qui aujourd'hui est centrale et bon, on peut pas dire que de certaine manière aujourd'hui la politique menée en ce sens soit extrêmement encourageante pour le parler de manière très simple et douce. Catherine Portevin, juste pour terminer. Non, mais disons que je trouve qu'effectivement quand on connaît pas du tout le fonctionnement de ces institutions, c'est documentairement un livre vraiment intéressant qui est écrit avec finesse. Voilà. Après. Oui, qui est très agréable à lire. Plus facile que le Pierre Manon, ça c'est un tout petit peu en deçà du niveau de la réflexion qu'on pourrait attendre et qui se développe ailleurs. Voilà. C'est un peu, on aura l'occasion de parler de ces autres livres d'ailleurs, de cet ailleurs, voilà. Forcément, Catherine Portevin autour de ce micro, mais en tout cas, on peut déjà commencer par lire donc ce Smaïn Lacher, Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, c'est donc publié chez Gallimard.